18 milliards de gallons de déchets toxiques déversés dans la forêt amazonienne. Une arme biologique s'échappe de son centre. 4 bombes nucléaires accidentellement larguées sur l'Espagne. Voici quelques catastrophes environnementales que le monde a ignorées. Nous commençons à Niagara Falls, dans l'État de New York, où un problème apparemment mineur s'est transformé en l'une des catastrophes environnementales les plus catastrophiques de l'histoire des États-Unis. William T. Love eut une idée géniale. Il voulait créer une communauté prospère à Niagara Falls, New York, mais devait trouver comment y produire de l'électricité. Il a conçu un plan, creuser un canal reliant le lac Ontario à la rivière Niagara en contournant les chutes. Après plusieurs tentatives pour concrétiser sa vision, Love a finalement manqué de fonds, et tout ce qu'il restait de son ambition était un fossé de 60 pieds de large sur 3000 pieds de long et 3000 pieds de long. Bien que le fossé ne posait aucun problème, les gouvernements n'étaient pas pressés de laisser une bonne terre inutilisée. Ainsi, dans les années 1920, la zone a commencé à être utilisée comme décharge municipale et industrielle. Les matériaux déposés étaient assez inoffensifs, et le site a continué à être utilisé comme dépotoir pour les ordures ménagères jusqu'aux années de 1940. Mais ensuite, quelque chose de plus sinistre est arrivé. Au début des années 1940, la Hooker Chemical a acheté le canal Love pour en faire une décharge de déchets chimiques. Hooker Chemical possédait plusieurs usines qui fabriquaient des parfums, des colorants et des résines synthétiques. De nombreux sous-produits de chimiques générés étaient non caustiques et pouvaient causer de graves dommages en cas de contact direct. Cependant, les usines devaient satisfaire la demande, donc Hooker produisait plus de produits, entraînant davantage de déchets toxiques. Après 10 ans, 19 800 tonnes de déchets toxiques furent enterrés à seulement 25 pieds sous terre dans le canal Love. Le site était rempli de produits chimiques, simplement retenus par les fûts en acier. Lorsque la décharge a été créée, le canal avait été asséché et tapissé d'argile pour éviter les fuites. Cependant, ces mesures de sécurité se sont avérées insuffisantes. En 1953, la société Hooker, n'ayant plus besoin du terrain d'enfouissement, l'a scellé avec plus d'argile et vendu au district scolaire de Niagara Falls pour $1 symbolique. Avec le recul, ce prix de vente si bas aurait dû servir d'avertissement. Eh bien, cela et le fait que la société Hooker ait obligé le conseil scolaire à signer un accord stipulant qu'il était potentiellement dangereux de construire sur le site de la décharge et qu'il ne pourrait sans pas les tenir responsables de tout dommage pouvant résulter des déchets enfouis. L'affaire était conclue. Le conseil scolaire a construit une école et vendu rapidement le terrain autour à un projet immobilier. Malgré l'avertissement de l'architecte principal qui a mentionné qu'il serait imprudent de construire dans cette zone puisqu'on ignorait la quantité de déchets encore présents dans le sol, la construction de la ville a tout de même continué. Les choses ont aussitôt mal tourné. Pendant la construction, les ouvriers ont percé des trous dans la couche d'argile du canal pour installer les conduites d'égout de la ville. La couche d'argile, pour rappel, était là pour protéger contre toute fuite de produits chimiques qui pourraient s'échapper des fûts et tenter de s'infiltrer dans le sol et l'eau. Et comme si les dégâts à l'argile ne suffisaient pas, certains fûts étaient aussi endommagés. Malgré les problèmes lors de la construction, tels que fortes émanations chimiques et fuites, la ville ne semblait pas s'en soucier. Le bâtiment de l'école a simplement été déplacé de 26 mètres vers le nord, et tout le monde a considéré cela comme un non-problème. L'école a ouvert en 1955. À ce moment, 800 familles s'étaient installées dans la région, occupant des maisons près du canal. 400 enfants fréquentaient l'un de l'école et d'autres écoles ont été créées pour la communauté croissante. Love Canal était composé de familles de classe moyenne qui voulaient s'installer dans ce qu'elles pensaient être une communauté prospère. Mais ces rêves n'ont pas duré longtemps. Le district scolaire a vendu le reste du terrain, permettant à des promoteurs privés de construire d'autres maisons. Plus tard cette année-là, une zone de 7,65 mètres s'est désintégrée, exposant des fûts de produits chimiques toxiques qui se remplissaient d'eau lors des orages. Des flaques d'eau se sont formées partout dans la ville et de nombreux enfants du coin prenaient grand plaisir à y jouer. Aucun des habitants n'était au courant de ce qui se trouvait sous terre, mais il était difficile de ne pas remarquer les brûlures chimiques qui couvraient les mains et les visages de leurs enfants après qu'ils aient joué dehors. La météo avait dispersé les produits chimiques,
et la ville de Niagara Falls avait percé la couche d'argile en installant les canalisations d'égouts pour Love Canal. À cause de cela, l'eau de pluie a pu pousser les produits chimiques à travers les fissures sans résistance et les toxines ont commencé à s'infiltrer dans la communauté. Les habitants rentraient en y trouvant des flaques toxiques dans leur sous-sol. Les plantes et fleurs des jardins le long des rues ont commencé à pourrir et mourir. Si de l'eau était visible, elle était contaminée par des produits chimiques. On pouvait même voir des fûts en acier sortir de la terre à certains endroits. L'air avait une odeur de pourri, avec une odeur chimique distincte. Les images étaient déjà assez mauvaises, mais la situation allait empirer. Au fil des années, les habitants de Love Canal ont commencé à avoir des problèmes de santé, et de nombreux enfants sont nés avec des malformations. Mais à l'époque, les conséquences environnementales et sanitaires des déchets chimiques n'étaient pas bien connues. Au début des années 1970, il y a eu de nombreux cas de fûts exposés et de produits chimiques sains qui fuyaient à Love Canal. Mais le service de santé du comté de Niagara a simplement ordonné que les fuites soient recouvertes de terre. Sans surprise, cette mesure n'a pas été efficace. Love Canal n'avait pas encore été révélé, tandis que d'autres catastrophes environnementales commençaient à attirer l'attention internationale. En 1976, un enquêteur mandaté par la ville a détecté des résidus chimiques toxiques dans l'air et les pompes de puisard des maisons au sud du canal. Cependant, la seule réponse de la ville a été d'installer des ventilateurs de fenêtres dans les maisons présentant les niveaux de résidus chimiques les plus élevés. Ce n'est qu'à l'automne 1976 que les fuites ont été signalées dans un journal, et les services de santé ont tardé à faire des analyses chimiques. Après les premiers tests, les craintes des habitants se sont confirmées. Plusieurs produits chimiques trouvés sur le site, dont le benzène et le chloroforme, peuvent provoquer des maladies graves, notamment la leucémie. En 1977, Love Canal a connu de fortes chutes de neige, ce qui a fait monter le niveau de la nappe phréatique. Ainsi, plus de contaminants ont pollué l'eau souterraine. Et enfin, les départements d'État de la santé et de la conservation de l'environnement ont commencé à étudier l'air, le sol et l'eau. L'année d'après, ils ont lancé des analyses sanguines chez les résidents. 97% des résidents avaient du 1,2,4-trichlorobenzène dans leur sang. Le benzène affecte les cellules du corps humain, provoquant le cancer et rendant difficile pour votre corps de monter une quelconque défense immunitaire. D'autres produits chimiques ont aussi été détectés dans les échantillons. Ces produits chimiques, souvent utilisés en agriculture, sont cancérigènes et peuvent provoquer des problèmes de foie et de reins, des maux de tête et des troubles sanguins. En juillet 1978, le département de la santé a annoncé que 81 produits chimiques différents polluaient les habitations du Love Canal. On a découvert que 200 tonnes de 2,4,5-trichlorophénol, utilisés comme fongicides et pesticides, avaient été enterrés. C'est un composé apparenté à la dioxine, responsable de nombreuses maladies, y compris d'importants problèmes de reproduction et de développement. Une enquête médicale a vite montré que 7 foyers sur 10 à Love Canal présentaient des fuites chimiques, et 75% des habitants faisaient face à des risques de santé accrus. Plusieurs des résidents étaient déjà tombés gravement malades, et un taux alarmant de bébés dans la communauté naissant avec des malformations congénitales. Pendant cette période, le taux de fausses couches à Love Canal a augmenté de 300%. Les femmes qui vivaient le plus près du site de décharge étaient entre celles qui couraient le plus grand risque de faire des fausses couches. Si une grossesse arrivait à terme, les taux de mort subite du nourrisson étaient également élevés. Les enfants survivants avaient divers problèmes de santé, piété palmée, 3 rangées de dents, surdité, reins ou poumons abîmés. La plupart des enfants nés à Love Canal avaient un poids de naissance plus faible et plus de problèmes de santé et de développement que ceux nés ailleurs. En août, le commissaire à la santé a déclaré l'état d'urgence à Love Canal. Un ordre d'évacuation concerne les familles des 2 premiers cercles de maisons proches du canal. Le 7 août, le président Jimmy Carter a déclaré l'état d'urgence national à Love Canal. Peu après, le gouverneur de New York, Hugh L. Carey, a visité la communauté et annoncé l'évacuation des 239 familles vivant près du canal. En octobre 1978, les travaux ont commencé sur un système de drainage chimique, mais les habitants étaient en colère. Les appels à évacuer la communauté se sont multipliés. Le 11 décembre, des manifestants sont arrivés sur le chantier pour exiger des réponses et la sécurité. Leur chef était une jeune mère et résidente de Love Canal nommée Lois Gibbs.
Gibbs et d'autres manifestants ont été arrêtés brièvement avant l'abandon des charges. Cela a lancé des années d'activisme pour les habitants de Love Canal. Pendant des années, le gouvernement et Hawker Chemical ont minimisé la situation tandis que les résidents désespéraient. Tous, sauf les familles les plus proches du site de décharge, ont dû continuer à vivre dans des maisons remplies de substances nocives. En février 1979, le rayon d'évacuation a été étendu à 6 pâtés de maisons. Pendant ce temps, d'autres habitants restaient bloqués chez eux avec de graves problèmes de santé. Aucun ne pouvait déménager sans aide financière car leur maison était devenue sans valeur. En mai 1980, l'Agence de protection de l'environnement a révélé que les habitants de Love Canal risquaient des dommages chromosomiques dus aux produits chimiques. Bien que l'étude ait été réfutée, elle a ravivé la colère des habitants. Le 19 mai, les habitants ont retenu en otage 2 responsables de l'Agence de protection de l'environnement dans le bureau de l'Association des propriétaires de Love Canal et ont exigé l'évacuation de toute la population de Love Canal. Le président Carter a décrété un nouvel état d'urgence à Love Canal et ordonné l'évacuation de 728 familles dans un rayon de 50 pâtés de maisons. Le président Carter a finalement signé un plan d'aide fédéral de 20 millions de dollars pour Love Canal. Le gouvernement a acheté 550 maisons dont 76 restent invendues. Les années suivantes, le gouvernement a détruit les 227 maisons les plus proches du canal. En 1982, la concentration de dioxine dans le canal était 100 000 fois supérieure au niveau où elle commence à être toxique pour les animaux. Les années suivantes, le nettoyage a continué. Occidental Chemical Corporation, ayant racheté Hooker, a conclu un accord avec les résidents en 1984. Ils ont proposé un paiement forfaitaire de 20 millions ainsi qu'un fonds fiduciaire médical d'1 million. Grâce à Love Canal, la loi fédérale sur la responsabilité, la compensation et la réponse environnementale globale de 1980 a été adoptée, apportant une lueur d'espoir. Connue sous le nom de loi Superfund, elle est gérée par la Environmental Protection Agency pour enquêter et nettoyer les sites contaminés par des substances dangereuses. Aujourd'hui, il y a 40 000 de ces sites à travers le pays. Love Canal a été le premier site à recevoir des fonds. Le processus de nettoyage a pris 21 ans et a coûté 400 millions de dollars. Aujourd'hui, Love Canal possède un site clôturé de 70 acres, qui comprend le site de déchets d'origine avec un couvercle de 40 acres, un système de drainage de barrières et un système de collecte et de traitement des lixiviates. De plus de 150 puits de surveillance dans la zone sont régulièrement inspectés. Occidental n'a enfreint aucune loi lors de l'élimination de ces déchets chimiques. Cependant, ils ont quand même été tenus responsables en raison de la responsabilité rétroactive prévue par la loi Superfund. En 1994, Occidental Chemical et Occidental Petroleum ont accepté un règlement de 98 millions de dollars avec l'État de New York pour les frais de nettoyage. Un an plus tard, l'Agence de protection de l'environnement a poursuivi Occidental Petroleum. La société a accepté de payer 129 millions de dollars en restitution. Plusieurs maisons dans les anneaux extérieurs de Love Canal ont été jugées habitables, et de nouvelles habitations ont été construites dans la région. Avec les 76 restants, les nouveaux résidents ont continué leur vie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux souffrent de problèmes de santé inexplicables. Du toxique Love Canal, nous passons à Areldsgeset, également connu comme le point zéro de certaines des expériences biologiques les plus mortelles de l'histoire. Fin juillet 1971 à la mer d'Aral. Sur le pont d'un navire de recherche, Leif Berg, biologiste marin de 24 ans, lance des filets pour récolter plancton et poissons. Au loin, à environ 15 km, elle peut voir la côte de l'île Vozroïdenia. Des gens y vivent sans jamais être en contact avec les autres. L'île est une zone interdite, propriété de l'armée soviétique. Les habitants ne savent pas de quel type d'installation militaire il s'agit, seulement que personne n'a le droit de s'approcher de l'île. Elle apprendrait bientôt que Vozroïdenia était interdite, et pour une bonne raison. Une semaine après avoir visité l'île, la scientifique est tombée malade. Une fois rentrée chez elle, à Aralsk, la plus grande ville sur la côte de la mer d'Aral, elle a développé une forte fièvre. Sa maladie a déclenché l'alerte localement et a fait remonter la situation jusqu'aux plus hautes sphères politiques de Moscou. Sa maladie était parmi les plus terrifiantes. L'installation militaire sur l'île Vozroïdenia était loin d'être ordinaire.
Aucun rapport d'explosion, de lancement de fusées ou d'autres signes attendus de la puissante armée rouge n'a été signalé. Au lieu de cela, elle abritait un site secret d'essai d'armes biologiques. À cette époque, l'Union soviétique avait un vaste programme d'armes biologiques. Le programme était dirigé par Lavrenti Beria, tristement célèbre chef de la police secrète, commissariat du peuple aux affaires intérieures, STEMA. En plus de diriger le programme d'armes biologiques soviétique, Beria était également responsable du projet de bombe atomique. Sous sa direction, l'Union soviétique a développé un programme d'armes biologiques sophistiqué, principalement en réponse à un programme similaire développé par les États-Unis. Comme la plupart des choses liées aux efforts militaires soviétiques, le projet d'armes biologiques était entouré de mystères. À part l'Institut central de recherche à Kirov, il y avait des installations de recherche à Sverdlovsk, l'actuel Yekaterinbourg, et à Zargovsk, l'actuel Sergiev Posad. En outre, des essais sur le terrain ont été menés à plusieurs endroits, celui de l'île Vozroïdenia étant l'un des plus importants. Les premiers essais ont eu lieu sur l'île en 1936 et 1937 avant la Seconde Guerre mondiale. Lors de ces essais, Bentley et les militaires mollois ont étudié les effets de différents agents pathogènes, antipersonnels provoquant le choléra, la dysenterie, la lèpre, le paratyphus, la peste, le tétanos, le typhus, ainsi que des agents biologiques visant le bétail. Au début de la guerre froide, les essais sur le terrain ont repris. En 1954, un vaste complexe nommé Aralsk-Sept a été construit. Il comprenait des casernes militaires, un laboratoire de recherche avec des installations de confinement élevées et un village nommé Kantubek, où vivaient le personnel et leurs familles. En aval de ce complexe, un grand champ d'essai en plein air s'étendait sur plus de 100 km². Ici, des scientifiques et du personnel militaire effectuaient des tests de pathogènes qui provoquaient des maladies redoutées comme l'anthrax, la tularemie, la brucellose, la fièvre Q et l'encéphalite équine vénézuélienne. De plus, les essais sur l'île Rosas Edenia comprenaient les recettes les plus puissantes de variole militarisées. Les agents étaient dispersés par des bombes équipées de pulvérisateurs d'aérosols. Au sol et dans les airs, des détecteurs mesuraient la dispersion des agents pathogènes. De grands animaux comme des chevaux, des ânes et des moutons, ainsi que de plus petits animaux comme des souris, des cochons d'Inde et des hamsters, étaient amenés sur l'île de Rosos-Adenia comme sujet d'expérimentation. Les soviétiques ont même importé des centaines de babouins hamadryas d'Afrique, une espèce étroitement apparentée à l'homme. Le champ d'essai était situé à l'extrémité sud de l'île, et comme les vents soufflaient du nord au sud, tous les agents biologiques testés finissaient dans la mer d'Aral. La côte sous le vent la plus proche se trouvait à 125 km. Il y avait donc peu de risque que des agents pathogènes atteignent le continent. Aucun navire n'était autorisé à s'approcher à moins de 40 km, par précaution. La variole est l'une des maladies les plus terribles connues de l'homme. Elle est hautement contagieuse et attaque les muqueuses de la bouche, de la gorge et des voies respiratoires, d'où elle se propage dans tout le corps. Les victimes présentent alors des cloques sur tout le corps. En moyenne, 3 personnes sur 10 infectées décèdent. Au XXe siècle seulement, la variole a tué jusqu'à 300 millions de personnes. Dans les années 50, le virus avait été éliminé en Amérique du Nord et en Europe. Mais des cas survenèrent encore en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. En réponse, un vaste programme de vaccination a débuté en 1967. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le monde libre de la variole en 1980. Le 15 juillet 1971, Lev Berg a quitté le port d'Arlesk pour un voyage de recherche de 24 jours. Il a atteint les environs de l'île 2 semaines plus tard, le 30 juillet, entrant prétendument dans la zone restreinte et passant à seulement 15 km de l'île. Selon un chef adjoint de l'état-major général de l'armée rouge, le général Piotr Bourgassov, l'armée testait des armes biologiques à cette époque. 400 grammes d'une recette exclusive de variole venaient d'être largués sur le terrain d'essai. L'explosion de la bombe virale a libéré l'agent pathogène, touchant le biologiste sur le pont de Levberg. Le 6 août, le biologiste a eu les premiers symptômes : fièvre, maux de tête et douleurs musculaires.
À son retour à Arosk le 11 août, elle est immédiatement rentrée chez elle pour être soignée par sa mère. Un médecin généraliste venu la voir a noté une forte fièvre de 39 degrés Celsius et lui a prescrit aspirine et antibiotiques. Après la fièvre, une éruption cutanée est apparue sur son visage, cuir chevelu et dos. Heureusement, elle a vite guéri grâce au vaccin contre la variole. 2 semaines après son retour, le jeune frère de la biologiste est tombé malade. Lui aussi avait de la fièvre et une éruption cutanée. Son traitement initial comprenait des antibiotiques tétracycline et de l'aspirine, mais cela n'a pas empêché le virus de se propager. Au début, donc, les médecins n'ont pas envisagé la variole parce que les soviétiques l'avaient éradiquée il y a une décennie. 8 autres personnes ont été infectées, 6 adultes âgés de 24 à 60 ans et 2 enfants. Un prélèvement viral a confirmé la présence du virus de la variole. Des tests d'anticorps réalisés à l'Institut de préparation virale de Moscou ont également montré un niveau accru d'anticorps contre la variole. Fait intéressant, aucun autre membre d'équipage du Levberg n'a été infecté. Parmi les 10 résidents infectés, un adulte et 2 nourrissons de moins d'1 an ont développé une forme hémorragique hautement mortelle de la maladie et sont décédés. Aucun d'entre eux n'avait été vacciné contre la variole, tandis que les biologistes marins vaccinés et les autres personnes ont guéri. Quand le général Bourgassov a appris les infections, il en a tout de suite compris la cause, connaissant les tests menés à Aralsk 7. Le général a alors informé le chef de l'état-major général et a demandé que les trains voyageant de la capitale kazakhe, Alma-Ata, vers Moscou, ne soient pas autorisés à s'arrêter à Aralsk. Les autorités sanitaires ont vite isolé totalement Aralsk. L'entrée et la sortie de la ville étaient interdites. Quelques centaines d'habitants ayant été en contact direct avec le virus ont été isolés dans une ville de tentes. Toute la population, soit près de 50 000 personnes, a été vaccinée en seulement 2 semaines. 5 000 mètres carrés d'espace de vie et 18 tonnes de biens ménagers ont été désinfectés. Le chef du KGB, Yuri Andropov, informé par Bourgassov de ses doutes, lui a interdit d'en parler à quiconque. Divulguer l'incident aurait sans aucun doute provoqué la panique dans le pays. Plus important, cela aurait révélé les détails du programme d'armes biologiques secret de l'Union soviétique. L'incident constituait une preuve circonstancielle que le virus avait été amélioré et renforcé pour maintenir son infectiosité après dispersion sous forme d'aérosol, même après avoir parcouru au moins 15 km sous le vent. Les soviétiques ont perfectionné la diffusion du virus par voie aérienne en le répandant à l'aide de bombes aériennes, une méthode bien plus efficace que la transmission de personne à personne. De nombreux agents biologiques ont ensuite été modifiés pour résister à la chaleur, au froid et aux antibiotiques. L'incident de variole de 1971 fut un cas isolé avec peu de victimes, bien qu'il ait menacé d'infecter toute la région. Néanmoins, l'installation secrète a continué à tester des armes biologiques. Avant sa fermeture, aucun incident similaire n'avait été signalé. Du moins pas officiellement. 1 an après l'incident de 1971, 2 pêcheurs ont disparu. Leurs corps ont été retrouvés dans le bateau dérivant au milieu de la mer d'Aral. On soupçonnait qu'ils étaient morts de la peste. En mai 1988, 50 000 antilopes saïga sont mortes rapidement. La cause du décès demeure inconnue. Le 10 avril 1972, l'Union soviétique a signé et accepté d'interdire totalement les agents microbiens, biologiques ou toxines, quelle que soit leur origine ou méthode de production, en quantité non justifiée à des fins prophylactiques, de protection ou pacifiques, ainsi que les armes et moyens de livraison. 77 pays, dont les États-Unis, ont signé la Convention. Cependant, les Soviétiques doutaient du respect de la Convention par les États-Unis et ont ensuite intensifié leur programme de guerre biologique. Ce fut un effort colossal impliquant des dizaines de sites secrets et jusqu'à 65 000 employés. L'installation Arosk 7 a fonctionné jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. À cette époque, le niveau de la mer d'Aral avait fortement baissé après le détournement de son eau pour l'irrigation des champs. Par conséquent, l'île a grandi 10 fois en taille et est devenue une péninsule reliée au continent.
Le territoire de l'ancienne île est partagé entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, deux pays qui ont déclaré leur indépendance de l'Union soviétique. En novembre 1991, l'installation Arlsk-Sept a été officiellement fermée. Toute l'infrastructure a été abandonnée, y compris le village de Kantoubik qui est devenu une ville fantôme. Ce qui reste, ce sont des fosses remplies de tonnes de boue d'anthrax et des charniers pour son contenant les restes infectés de milliers d'empieds d'animaux de laboratoire. Comme ce fut le cas en 1971, les habitants évitent toujours le site. Cela ne leur rappelle qu'une époque où une arme secrète dévastatrice a failli les anéantir. Au cœur de la forêt amazonienne, une catastrophe sans précédent se produit. Les responsables sont déterminés à garder cela secret. Après avoir un peu remué le sédiment, le La forêt tropicale offre tout ce dont on a besoin. En plus d'être abondante en faune, l'Amazone était aussi riche en pétrole. Cela a attiré l'attention de l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, Texaco. Au cours des 3 décennies suivantes, la forêt tropicale autrefois vierge a été transformée en ce qui a été décrit comme l'un des sites industriels les plus contaminés au monde, le Tchernobyl de l'Amazone. À ce jour, les tribus vivant dans la région sont condamnées à manger, boire et respirer le poison que Texaco a laissé derrière elles. Pendant 18 ans, les communautés ont mené un combat juridique acharné contre le géant pétrolier dont l'issue a été inattendue. L'histoire débute en 1964 avec les premières explorations pétrolières dans le nord-est de l'Équateur. À cette époque, la consommation de pétrole des États-Unis dépassait largement la production nationale, et les Américains ont dû se tourner vers l'étranger. La compagnie pétrolière américaine Texaco a mené l'exploration, aboutissant à la découverte de pétrole en 1967. La production à grande échelle a commencé 5 ans plus tard. En contrepartie de la concession, le gouvernement équatorien a obtenu 25% du consortium. Au fil des années, les parts ont augmenté, mais les opérations étaient menées exclusivement par le personnel de Texaco. En 1902, Texaco était l'une des soi-disant 7 sœurs, des entreprises qui a dominé dans l'industrie pétrolière mondiale à l'ère d'après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient une expérience considérable dans le secteur et dans la technologie de production pétrolière. De plus, Texaco était l'un des pionniers dans la création de technologies avancées de protection de l'environnement, comme l'exigeaient tant les normes strictes de pollution aux États-Unis d'Amérique. Forer du pétrole sans respecter la procédure de protection de l'environnement était impossible. Pour créer un puits de pétrole aux États-Unis, les ingénieurs creusaient une fosse temporaire pour stocker les déchets pétroliers. Les fosses étaient recouvertes d'une bâche industrielle étanche pour empêcher toute infiltration de déchets dans le sol. Il y avait également une station de séparation où le pétrole brut était raffiné pour en extraire ses résidus toxiques, également appelés eau de production. Cela était réinjecté dans les poches souterraines d'où le pétrole avait été initialement extrait. Après le forage, le puits et la station de séparation étaient enlevés. Les fosses temporaires étaient vidées et les boues pétrolières étaient éliminées dans des conteneurs spéciaux. Ensuite, la fosse était rebouchée avec de la terre et l'emplacement retrouvait son état initial. Ce n'était pas le cas en Équateur. Au lieu de cela, la direction de Texaco estimait que la réinjection de l'eau produite et l'élimination des déchets pétroliers des fosses temporaires étaient des dépenses inutiles. Donc, au lieu de réinjecter l'eau produite dans le sol, ils ont décidé de la déverser directement dans les rivières et les ruisseaux voisins. La boue pétrolière était déversée dans des fosses temporaires sans bâche de protection. Cela a permis aux déchets toxiques de s'infiltrer dans le sol et dans les nappes phréatiques que les habitants utilisaient pour boire. Au fil des années d'exploitation pétrolière, les fosses temporaires sont devenues permanentes. Ils avaient installé des tuyaux de trop-plein pour transporter la boue dans les rivières et les ruisseaux.
De plus, les ingénieurs de Texaco brûlaient le gaz naturel toxique lors de l'extraction du pétrole, libérant ainsi d'énormes quantités de dioxine hautement toxiques dans l'air. Pendant les 28 années où Texaco exploitait le pétrole dans la région, ils ont déversé plus de 18,5 milliards de gallons d'eau usée toxique dans la forêt tropicale. Les déchets ont été déversés sur une superficie de 1500 miles carrés, soit à peu près la taille de l'État de Rhode Island. Aucun plan n'a jamais été prévu pour nettoyer les fosses. La société a gardé secret tous ses dossiers concernant les incidents environnementaux en Équateur, comme les fuites de pétrole et les déversements de déchets. Les conséquences de la contamination du sol, des eaux souterraines et des cours d'eau de surface ont profondément affecté la vie de dizaines de milliers d'habitants. Il en subit les conséquences avec des problèmes respiratoires. Ici, dans ce lieu du printemps, certaines personnes sont mortes de cancer. Ma mère est morte d'un cancer il y a environ 2 ans. Les résultats de laboratoire ont montré que les échantillons de sol et d'eau près des puits de pétrole de Texaco contenaient de grandes quantités d'hydrocarbures pétroliers totaux, un mélange hautement cancérigène de composés chimiques provenant du pétrole brut. Les quantités étaient jusqu'à 1000 fois supérieures à celles autorisées par la loi équatorienne, et même 10 000 fois supérieures aux limites fixées par la loi américaine. Le bétail mourait à cause de l'eau bue dans les rivières et les ruisseaux contaminés. La pêche était devenue impossible parce que les toxines présentes dans les cours d'eau avaient en tué tous les poissons. Les plus touchés étaient les habitants des provinces de Sucumbíos, Oriana, Napo et Pastaza. Une forte exposition aux hydrocarbures totaux-pétroliers a entraîné des lésions internes, des troubles respiratoires, des empoisonnements sanguins, des irritations gastriques et cutanées, ainsi que des malformations congénitales. Plusieurs études scientifiques ont aussi signalé des taux plus élevés de cancer, de leucémie infantile et de fausses mancos dans ces provinces qu'ailleurs en Équateur. Pour le profit, Texaco a provoqué l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire récente. Leurs économies étaient estimées à un peu plus de 3 $ par baril. En 1992, la concession de Texaco sur les opérations de forage pétrolier en Équateur a pris fin, laissant la société d'État Petro-Équateur comme seul propriétaire de l'entreprise. Malheureusement, les déchets qu'ils ont laissés continuaient de tuer la population. Pour mettre fin à leur misère, l'année suivante, 30 000 habitants locaux se sont organisés en Front de défense de l'Amazonie ou Front de défense de l'Amazonie. Le groupe a travaillé avec l'avocat américain Stefan Donziger pour déposer un recours collectif contre Texaco aux États-Unis. Le Front de défense de l'Amazonie a exigé que la société répare les dégâts qu'elle avait causés à l'environnement et indemnise financièrement les communautés affectées. Ils voulaient aussi que le monde entier soit informé de la tragédie. En 1993, Donziger et l'équipe juridique du Front de défense de l'Amazonie ont engagé un recours collectif contre Texaco au tribunal fédéral de New York. Pour les habitants de l'Amazonie équatorienne, obtenir justice était une question de vie ou de mort. Mais c'était aussi vrai pour Texaco. Si la Front de défense de l'Amazonie avait gagné, cela aurait créé un précédent mondial pour d'autres affaires où la compagnie pétrolière était accusée de détruire l'environnement. Une bataille entre David et Goliath a alors commencé, souvent en dehors des limites du système judiciaire. Alors que les militants de la Front de défense de l'Amazonie rassemblaient des montagnes de preuves montrant l'ampleur du crime commis dans la forêt amazonienne, la direction de Texaco élaborait une stratégie différente. Ils ont mené une campagne de lobbying pour transférer le procès des États-Unis vers l'Équateur, pensant qu'il serait plus facile de gagner à l'étranger que devant un jury américain. Les avocats et experts de Texaco ont soumis 14 déclarations sous serment louant la justice et l'équité des tribunaux équatoriens. Selon eux, l'affaire concernait l'Équateur. En octobre 2000, Texaco a été racheté par un autre géant pétrolier, Chevron. La nouvelle direction a admis que Texaco avait déversé de l'eau produite dans les cours d'eau de l'Amazonie, mais paradoxalement, elle a continué à défendre que le nettoyage de la zone n'était pas de sa responsabilité. Les avocats de Chevron ont affirmé que l'entreprise avait fait sa part pour réparer les dégâts et que le reste du devoir incombait au gouvernement équatorien.
Cependant, la campagne de nettoyage à 40 millions de dollars de l'entreprise n'était qu'un simple geste cosmétique. En réalité, ils n'ont pris la responsabilité que d'un petit nombre de fosses, et celles-ci ont simplement été recouvertes de terre sans retirer la boue toxique de pétrole. Pendant que les employés de Chevron cachaient sur les traces de Santar de leurs méfaits, ces avocats, conseils et lobbyistes continuaient de faire campagne pour déplacer le procès en Équateur. Finalement, après des années de lobbying, l'argent investi a porté ses fruits. En 2002, le tribunal fédéral de New York a approuvé le transfert du procès en Équateur. Chevron s'est engagé à respecter toutes les décisions de ces tribunaux. Mais la compagnie pétrolière allait avoir une surprise. Le tribunal équatorien s'est effectivement montré impartial et équitable, menant le processus avec minutie et prenant en compte les intérêts des deux parties. Les dossiers du procès comptaient entre 220 000 pages, mais les preuves cruciales étant 54 inspections supervisées par le tribunal des anciens puits de pétrole de Texaco. C'est lors de ces inspections qu'une quantité choquante de hydrocarbures totaux pétroliers a été trouvée dans l'eau et le sol. Avant cela, les ingénieurs de Chevron avaient secrètement inspecté les puits de pétrole pour trouver des zones dans le sol avec le moins de hydrocarbures totaux pétroliers possible. Bravo Dave, j'ai une tâche simple pour toi. Qui a choisi l'endroit, René? Ne cherche pas la petite bête. Cependant, la pollution était si répandue qu'ils n'ont pas pu trouver d'échantillons propres à présenter comme preuve du nettoyage effectué par Chevron. 18 ans après la plainte initiale et 9 ans après le transfert en Équateur, le tribunal a enfin rendu son verdict. Chevron a été reconnu coupable d'avoir pollué 2 millions d'acres de la forêt amazonienne. Le tribunal leur a ordonné de payer 18 milliards de dollars pour la dépollution de l'environnement, la restauration de l'écologie et pour indemniser les 5 communautés autochtones affectées. La moitié de cette somme correspondait à l'amende imposée à Chevron pour avoir refusé de s'excuser publiquement. Après qu'une cour d'appel a jugé qu'il n'y avait aucune base légale pour sanctionner Chevron pour ne pas s'être excusé, l'amende en a été réduite à 9,5 milliards de dollars. Le verdict a mis fin à un long combat pour rendre la compagnie pétrolière responsable. La justice a été faite. Mais ce n'était pas ainsi que Chevron voyait les choses. À la grande déception du public, Chevron a refusé de payer la moindre amende. Ils ont réagi au verdict par une campagne acharnée contre son application. Dans le but de contester la validité du jugement du tribunal équatorien, ils ont intenté une action en justice devant le tribunal fédéral des États-Unis et la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. La contre-plainte s'appuyait sur le témoignage d'un ancien juge équatorien, Alberto Guerra, qui affirmait que des tribus locales lui avaient proposé de l'argent pour rédiger en secret le jugement du tribunal équatorien. En 2014, le tribunal de district des États-Unis à New York a statué que le verdict équatorien était le produit d'une fraude et d'un racket, et qu'il était donc inapplicable. Cela a libéré Chevron de toute responsabilité pour les dommages causés en Équateur et le tribunal de La Haye a rendu le même verdict, ordonnant au gouvernement équatorien de verser 112 millions de dollars à Chevron. Les deux verdicts empêchaient toute application de la décision équatorienne. L'avocat de la Front de défense de l'Amazonie, Stéphane Danziger, a été assigné à résidence pour avoir refusé de fournir au tribunal ses appareils et documents liés au procès. La victime semble être devenue le coupable. Un an après le verdict fédéral, le témoin clé Alberto Guerra a désavoué la plupart de son témoignage. Cela est arrivé après que des militants de la Front de défense de l'Amazonie ont révélé plusieurs contrats qu'il avait signés avec Chevron pour au moins 326 000 dollars d'avantages. Cependant, le verdict du tribunal fédéral basé sur son témoignage est resté en vigueur. Chevron a publiquement promis « Nous allons nous battre jusqu'à ce que l'enfer gèle et ensuite nous continuerons le combat sur la glace. » Et il est devenu évident pour les tribus autochtones qu'il y avait peu d'espoir de victoire. Chevron n'a jamais payé un centime de compensation et n'a rien fait non plus pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ils ont plutôt retiré tous leurs actifs de l'Équateur et quitté définitivement le pays. La sentence a finalement touché les tribus indigènes de l'Amazonie équatorienne. Ils sont condamnés à boire, manger et respirer des déchets toxiques pour le reste de leur vie.
Les catastrophes nucléaires sont nombreuses. La suivante fut la première sur le sol américain. Une troisième alarme incendie retentit dans une station d'essai de réacteurs par une nuit glaciale de janvier, poussant les pompiers à intervenir rapidement. Les attentes d'une nouvelle fausse alerte sont rapidement déçues. Au lieu de cela, une catastrophe nucléaire se déroule sous leurs yeux. À l'intérieur de la caserne de pompiers numéro 1 de la station nationale d'essai de réacteurs de l'armée dans l'Idaho, la sirène retentit à 21h01. Chaque alarme exige de l'attention dans un endroit comme celui-ci où des recherches nucléaires sont menées. Le son pousse les 6 pompiers à enfiler leurs vestes, monter dans le camion et partir sur les lieux. Nous sommes le 3 janvier 1961 et la nuit est glaciale. Ils vérifient d'abord la chaufferie. À leur grande surprise, l'alarme dans la pièce est silencieuse. Elle vient d'ailleurs. Il ferait mieux de vérifier le bâtiment principal où loge l'équipe du réacteur. Là-bas, les pompiers trouvent une pièce chaude mais vide. Toutes les lumières se sont allumées et 3 tasses de café fraîchement préparés fument encore sur la table. Il n'y a personne non plus dans la salle de contrôle du réacteur, seulement un voyant rouge menaçant qui clignote sur le panneau, un signal d'alerte à la forte radioactivité. Tout à coup, les pompiers comprennent ce qui se passe. L'alarme vient du bâtiment central, là où se trouve le réacteur nucléaire. Ce n'est certainement pas une fausse alerte. Les pompiers reprennent vite leurs esprits et sortent du bâtiment. Ils courent au camion pour prendre masques et bouteilles d'oxygène. Munis de ces appareils, ils rejoignent le bâtiment principal et montent vers la zone du réacteur nucléaire. Un haut bâtiment cylindrique à 3 étages. Au niveau inférieur se trouve le réacteur. Au-dessus, il y a la plateforme d'exploitation avec les équipements de contrôle. Et au sommet se trouve le ventilateur de ventilation. L'équipe du réacteur, composée de 3 hommes, travaille sur la plateforme, là où les pompiers espèrent aller les trouver. Aucune trace d'accident visible de l'extérieur. Cependant, le détecteur de radiation portable s'affole lorsque les pompiers montent dans les escaliers. Malheureusement, il n'y a rien d'anormal avec lui. Sur la plateforme, les pompiers observent par la fenêtre de la porte pour comprendre la situation. L'air à l'intérieur est clair et le réacteur semble être à sa place. Mais à côté se trouvent les corps de 2 membres d'équipage, les spécialistes de l'armée Richard Leroy McKinley et John A. Burns, trempés et couverts de sang. Autour d'eux sont éparpillés des rochers et des débris métalliques. La situation exige une alerte générale. En 17 minutes, un physicien de la santé et l'assistant-chef Moschberger sont entrés dans l'installation avec un détecteur à chambre d'ionisation plus grand. En approchant de la plateforme, les détecteurs ont relevé 500 röntgen par heure, un niveau supérieur à la dose létale en cas d'exposition prolongée. À 22h30, le chef physicien Ed Valerio et le superviseur du réacteur Paul Duckworth sont venus d'Idaho Falls. Avec 3 autres physiciens de la santé, ils ont mis des appareils respiratoires Scott et sont entrés dans le bâtiment du réacteur. À l'intérieur, l'un des membres de l'équipage, Richard Leroy McKinley, gémissait et montrait encore des signes de vie, même s'il était couvert de sang et dans un état assez grave. Valerio et Duckworth ont décidé de le sortir du bâtiment aussi vite que possible pour qu'il reçoive des soins médicaux. L'issue de secours bloquée, les 2 hommes ont porté McKinley en haut du bâtiment principal. Malheureusement, pendant l'évacuation, les masques à air de Valerio et Duckworth ont cessé de fonctionner, obligeant Valerio à retirer son masque et à respirer de l'air contaminé. Toute l'opération de sauvetage n'a duré que 3 minutes. Malheureusement, McKinley n'a pas atteint l'hôpital. Il était mort de ses blessures dans l'ambulance. Son autre collègue, John A. Burns, est mort sur le quai. Le mystère entourait le 3e membre d'équipage, l'électricien de la Navy CB Richard C. Legg. Personne n'a pu le retrouver, mort ou vivant. Sa disparition était-elle liée à ce qui s'est passé au réacteur ? Pompiers et physiciens de la santé ont vite conclu qu'un réacteur explosé avait tué le membre d'équipage. Pendant ce temps, ils ont appris que l'explosion n'avait rien à voir avec le fait que Richard Legg était porté disparu. En fait, il n'était pas du tout porté disparu. Legg était aussi mort dans l'accident, mais son corps était introuvable car un morceau du réacteur l'avait empalé au plafond du bâtiment.
Son corps était suspendu, inaperçu. Cependant, les experts s'interrogeaient sur la cause d'une explosion si puissante. Contrairement à la croyance populaire, les réacteurs nucléaires ne sont pas des engins dangereux. Ils ne peuvent pas exploser d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le réacteur de la station d'essai des réacteurs nationaux de l'Idaho? Ce réacteur nucléaire expérimental s'appelait réacteur stationnaire à faible puissance NINEO, 1 ou simplement SL1. Il a été conçu comme un réacteur moyen de 3 MW thermiques. SL appartenait au programme de l'armée des États-Unis pour équiper les stations radars isolées de l'Arctique en électricité et chauffage. Le contrat de conception, construction et test du prototype de réacteur a été attribué au Laboratoire national d'Argonne, spécialisé dans la physique nucléaire hors armement. Le prototype a été construit à la Station nationale d'essai de réacteurs dans l'Idaho et est entré en service le 24 octobre 1958. Il utilisait un combustible à uranium enrichi à 93,2% pour son réacteur à eau bouillante de 3 MW. Il fonctionnait en circulation naturelle avec de l'eau légère comme caloporteur et modérateur. Après de nombreux essais, l'installation a été remise à l'armée pour former son personnel. Le réacteur et la plupart des équipements étaient dans un grand bâtiment cylindrique en silo, fait de plaques d'acier d'un quart de pouce d'épaisseur. Contrairement aux réacteurs proches des villes, SL1 n'avait pas d'enceinte de confinement sous pression. Néanmoins, le bâtiment a pu contenir la plupart des particules radioactives libérées lors de l'explosion finale. SL1 a été conçu pour fonctionner durablement, même dans des conditions difficiles comme le cercle arctique. Pourtant, il a explosé et a coûté la vie à 3 jeunes militaires. La cause de la catastrophe se trouvait à l'intérieur du réacteur. Chaque réacteur nucléaire contient des barres de combustible et de contrôle dans une cuve en acier scellée remplie d'eau. Il utilise une réaction en chaîne de fission nucléaire pour produire de la chaleur. Quand la réaction devient auto-entretenue, le réacteur atteint l'état critique. Dans ce processus, il est essentiel de contrôler la réaction nucléaire. C'est à cela que servent les barres de contrôle. Elles limitent donc la fission nucléaire à l'intérieur du réacteur. Si les barres de contrôle sont complètement insérées dans le réacteur, elles arrêtent la fission. Si elles sont totalement retirées, la réaction nucléaire deviendra incontrôlable et entraînera la fusion du réacteur. Le réacteur nucléaire SL1 contenait 59 assemblages de combustible et 9 barres de contrôle. Cependant, il utilisait seulement 40 éléments combustibles et une barre de contrôle. Les experts ont estimé qu'une telle configuration produirait plus d'énergie dans la zone centrale du réacteur. Les barres de combustible de SL étaient en fait d'un alliage uranium-aluminium de 52 millièmes de pouce gainé d'aluminium. Le réacteur contenait 31 livres d'uranium-235 isotope utilisé pour la bombe atomique Little Boy, larguée sur Hiroshima en 1945. La barre de contrôle cruciforme était faite de 60 millièmes de pouce de cadmium, gainé d'aluminium. Étant la seule barre de contrôle active dans le réacteur, elle était essentielle au fonctionnement du réacteur. Cela s'est avéré être le cœur du problème et la principale cause de l'accident. Puisque les 3 membres d'équipage impliqués dans l'accident étaient morts, il était difficile de reconstituer les événements qui se sont déroulés dans le bâtiment du réacteur ce jour-là. L'enquête initiale a déterminé que la cuve du réacteur était détachée, mais toujours dans son emplacement. Cependant, 4 bouchons de blindage retenant les barres de contrôle ont été éjectés, et l'inspection a révélé que la barre de contrôle avait été retirée de son emplacement. Cela a donné aux enquêteurs une idée de la cause de l'accident. C'était la conséquence d'un seul geste. Cette nuit-là, 3 membres d'équipage ont effectué une procédure de maintenance de routine consistant à reconnecter la tige de commande. Le réacteur, arrêté 11 jours pour Noël, allait être remis en service par les opérateurs. La procédure imposait de retirer manuellement la tige de commande du réacteur, de la connecter à son mécanisme d'entraînement, puis de la réinsérer. Le processus se déroulait étape par étape, l'équipage suivant strictement le manuel d'exploitation. Un membre de l'équipage, probablement John Burns, a d'abord extrait la tige de commande de 3 pouces du réacteur. Ensuite, l'autre membre de l'équipage, probablement Richard Legg, a fixé la pince en C sur la tige pour la maintenir pendant la pause du mécanisme d'entraînement.
Après avoir terminé le raccordement, Burns était censé soulever manuellement la tige de 2 pouces supplémentaires pour que Legg retire la pince en C et l'abaisse dans le réacteur. Au lieu de lever la tige de 2 pouces, Burns l'a levée de 20 pouces. Un détail apparemment mineur, mais dans le cas d'un réacteur nucléaire, c'est celui qui a provoqué un terrible accident. Comme vous le savez, la barre de contrôle du réacteur limite les fissions nucléaires pour éviter une réaction en chaîne incontrôlée. Malheureusement, c'est précisément ce qui s'est produit lorsque la barre de contrôle a été retirée trop loin. La réaction nucléaire n'a pas pu être contenue, provoquant bien plus de fission que ce que le réacteur pouvait supporter. Les scientifiques du nucléaire appellent cela la criticité prompte. En seulement 4 millisecondes, le réacteur conçu pour produire 3 MW d'énergie a généré une puissance de 20 000 MW. L'emballement de puissance a provoqué la fusion des assemblages de combustible. Le liquide de refroidissement s'est vaporisé, créant une forte pression dans la cuve du réacteur et repoussant l'eau vers le haut. L'eau a frappé le toit de la cuve à une pression de 10 000 livres par pouce carré, projetant la cuve à 9 pieds de haut en un tiers de seconde. L'eau a traversé les bouchons de protection, les projetant à 90 km/h et plaquant Legg au plafond. L'eau et la vapeur contaminée se sont échappées de la cuve et ont aspergé toute la plateforme d'exploitation, tuant Burns et Legg. McKinley, qui se tenait à l'écart, a été grièvement blessé. Il est décédé en route vers l'hôpital. La théorie a été confirmée par des traces d'éléments activés par neutrons sur ses vêtements et effets personnels. Une expérience avec des barres de contrôle factices a montré qu'un homme pouvait retirer la barre de contrôle de 20 pouces en un seul geste. Mais les membres d'équipage connaissaient bien le réacteur et les dangers liés à l'extraction excessive de la barre de contrôle. Alors pourquoi l'auraient-ils fait ? La réponse réside dans un dysfonctionnement de la barre de contrôle. Les rapports officiels mentionnent que la barre de contrôle centrale fonctionnait de manière plus fiable que les autres barres. Cependant, il n'est pas mentionné qu'elle s'est quand même bloquée 7 fois au cours du mois précédant l'accident. La fréquence des problèmes de barre de contrôle a augmenté avec le temps. Mais l'exploitant Combustion Engineering Incorporated n'a rien fait à ce sujet. Le chef de projet SL-1W, B. Allred, s'est défendu lors des auditions au Congrès sur l'accident, affirmant ignorer l'augmentation soudaine des blocages de barres. Selon lui, s'il avait su, il aurait arrêté la centrale pour un examen plus approfondi. Ainsi, la raison de la catastrophe du 3 janvier 1961 est devenue claire. Quand Burns a tenté de lever la barre de contrôle de 5 cm, elle s'est coincée. Pour libérer la barre coincée, il a utilisé une force excessive et l'a accidentellement soulevée de 50 cm. Le gouvernement a minimisé les faits pour éviter de saper la confiance du public dans l'industrie nucléaire. La Commission de l'énergie atomique a signalé qu'aucun produit de fission n'a été détecté à l'intérieur du périmètre de SL, un sauf 0,1 curie de strontium 90 et 0,5 de césium 137. Dans son rapport, la Commissariat à l'énergie atomique a omis de mentionner de nombreux autres radionucléides émis et a sous-estimé la quantité de fission produite cette nuit-là. Même avec des rejets de curie réduits, l'accident de SL-1 restait grave. Lorsque la cuve a été examinée par la suite, environ 30% du stock de combustible du réacteur s'était évaporé. L'accident du réacteur nucléaire SL-1 a entraîné la perte de 3 vies, la destruction de l'installation du réacteur nucléaire et l'abandon du programme de développement du réacteur SL-1. En février 1963, l'armée l'a remplacé par le réacteur mobile à faible puissance. Cela a été une leçon précieuse. Ainsi, tous les réacteurs suivants ont été conçus selon le critère d'une seule barre bloquée pour garantir que le retrait d'une seule barre de contrôle n'entraîne pas une réactivité excessive. 26 000 livres de débris radioactifs, y compris la cuve du réacteur, ont été enterrés à proximité du site du réacteur. Devant ce terrain d'inhumation peu engageant, entouré de fils de fer, se trouve une stèle encore plus étrange avertissant les passants inattentifs du danger radioactif qui subsiste encore sous terre. Que se passe-t-il si une entreprise ignore 575 infractions à la sécurité ? Voyez par vous-même. Une vanne défectueuse a déclenché une réaction en chaîne, provoquant un incendie à l'usine chimique Philips.
Des ouvriers réalisent la maintenance du réacteur 6 du vaste complexe chimique de Houston. Ce n'est pas une procédure compliquée, mais elle exige tout de même de la prudence. Étape par étape, les ouvriers suivent la procédure de maintenance. Soudain, un sifflement assourdissant perce l'air alors que le réacteur libère violemment tout son contenu dans la cour de l'usine, engloutissant tout dans un nuage de vapeur combustible. Les ouvriers savent qu'une simple étincelle peut tout faire exploser, alors ils courent. 2 minutes plus tard, un centre sismique à Houston enregistre une secousse puissante. Au-dessus du complexe de Pasadena, un grand panache de fumée noire s'élève dans les airs. C'est une catastrophe à grande échelle causée par une seule mauvaise décision. Le complexe chimique était situé dans la zone industrielle animée le long du Buffalo Bayou. Il appartenait à Phillips Petroleum et avait plusieurs usines sur le site. Les rapports indiquaient en un coin que la société était connue pour engager des sous-traitants et des ouvriers moins formés que ses propres employés. Le jour de la catastrophe, des ouvriers devaient maintenir le réacteur 6. Le réacteur produisait du polyéthylène haute densité, ou polyéthylène haute densité, un matériau utilisé pour fabriquer des bouteilles et des récipients en plastique. La structure de 45 mètres de haut s'appelait un réacteur en boucle. Dans le réacteur, un mélange de produits chimiques, d'éthylène, d'isobutane, d'hydrogène et d'hexène, était chauffé à 110 degrés Celsius. Ces matériaux réagissent entre eux sous une pression de 45 bars et créent des particules de polyéthylène haute densité. Les particules se déposaient dans 6 tubes. Ces tuyaux transportaient le polyéthylène haute densité vers un réservoir pour un traitement ultérieur. Au cours du processus, les particules finissaient par obstruer progressivement les tubes de décantation qui devaient être dégagés manuellement. Cela se faisait sans arrêter le processus à l'intérieur du réacteur. Une vanne spéciale était utilisée pour séparer les tuyaux du réacteur. La procédure de débouchage n'a pas été lancée avant que les 6 conduites ne soient obstruées, ce qui s'est produit le dimanche 2 octobre, 2 jours avant la catastrophe. Les employés ont lancé le nettoyage en fermant la vanne comme prévu. Ce n'est qu'après s'être assurés que l'indicateur affichait « fermé » qu'ils ont déconnecté 2 tuyaux d'air qui contrôlaient la vanne. Enfin, ils l'ont verrouillé en position fermée pour garantir qu'aucun contenu du réacteur ne s'écoule dans les conduites lors du nettoyage. L'étape suivante était d'ouvrir une seconde vanne en bas de la conduite et d'enlever les résidus plastiques. Mais la procédure a été reportée à la semaine suivante à cause d'autres priorités. On pourrait se demander si la catastrophe aurait pu être évitée avec une autre priorisation des tâches. Il a fallu une enquête approfondie pour découvrir ce qui s'est passé ensuite le lundi 23 octobre. 99% du contenu du réacteur, soit environ 85 000 livres, a été libéré dans l'atmosphère sous la forme d'un nuage dangereux de gaz hautement inflammable qui s'est répandu sur le site. Un signal d'alarme a retenti et tous les ouvriers de l'usine ont évacué. Il y avait malheureusement trop peu de temps. En moins de 2 minutes, le nuage a atteint une source d'ignition et a explosé violemment. L'explosion a secoué tout le parc industriel et l'a arrosé de gros morceaux de métal. Le métal volait dans les airs et explosait. Avez-vous senti l'impact? Non, j'ai été projeté à 10 mètres. Vous vous êtes relevé et avez couru. J'ai sauté la clôture et traversé le pâturage. L'explosion... À l'usine Phillips était aussi puissante que 2,4 tonnes de trinitrotoluène et a été enregistrée à 3,5 sur l'échelle de Richter. L'explosion a incendié la plupart de l'usine. En 10 à 15 minutes, les flammes ont atteint 2 réservoirs de stockage d'isobutane de 20 000 gallons et ont provoqué une autre explosion massive. Pour aggraver les choses, un autre réacteur de polyéthylène a subi une défaillance catastrophique 25 à 45 minutes après le premier. Dans le chaos, jusqu'à 3 autres explosions auraient pu se produire. Les premiers à intervenir furent les membres de la brigade de pompiers de la société Phillips, qui furent rapidement rejoints par les pompiers de l'association d'aide mutuelle des industries Channel. Dès leur arrivée, les hommes ont compris qu'ils avaient une tâche difficile devant eux. Non seulement l'incendie faisait rage et était hors de contrôle, mais l'explosion avait également détruit une grande partie du système d'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie.
Les pompiers ont dû utiliser des sources alternatives comme une tour de refroidissement, une conduite d'eau provenant d'une usine voisine, des bassins de décantation et même le canal maritime. Malgré ces efforts, les flammes intenses et la quantité massive de carburant représentaient un défi pour les intervenants. Finalement, après 10 heures de lutte, une force combinée de camions de pompiers, de camions à mousse de Philips et de brigades provenant des usines voisines et des services locaux a maîtrisé l'incendie. Pendant cette période, les opérations de recherche et de sauvetage étaient en grande partie impraticables. Ce n'est que le lendemain matin que les employés de Philips sont entrés dans l'usine pour déterminer si l'endroit était sûr pour que les équipes de recherche et de sauvetage puissent intervenir. Même si l'incendie était maîtrisé, il y avait toujours un risque d'autres explosions et d'effondrements structurels. Les premiers arrivés sur le site étaient les agents de l'administration de la sécurité et de la santé au travail pour recueillir et préserver les preuves. Leur enquête a non seulement révélé un nombre important de défaillances au sein de l'usine, mais a également indiqué que les responsables de l'usine avaient connaissance de ces problèmes à l'avance. Lors de la maintenance, le dispositif de consignation a été retiré de la vanne supérieure de la 4e colonne de décantation. En reconnectant les tuyaux d'air de la vanne, les ouvriers l'ont involontairement ouverte, ce qui a entraîné le déversement du contenu du réacteur dans la colonne de décantation. L'enquête a mis en évidence une faille majeure du système. Les tuyaux d'air et de décharge de la vanne supérieure étaient identiques. Cela a aussi créé une confusion, permettant aux ouvriers de les connecter à l'envers. Bien que l'indicateur ait pu afficher fermé, la vanne pouvait en réalité être ouverte. L'explosion et l'incendie qui a suivi ont tué 22 ouvriers de l'usine, tandis qu'un autre employé est décédé plus tard à l'hôpital. Toutes les victimes ont été trouvées à moins de 250 pieds du réacteur 6, où la fuite de gaz a eu lieu. Un rapport au président a signalé 130 blessés supplémentaires dans l'accident. 35 ouvriers ont été hospitalisés, dont 5 avec des blessures mettant leur vie en danger. Plus de 100 membres du personnel sont sortis indemnes après avoir été isolés par l'incendie. La garde côtière américaine et les pompiers de Houston les ont secourus en bateau. La société Philips Petroleum a subi des dommages matériels d'une valeur de 715 millions de dollars, soit 1 milliard 730 millions dans l'économie actuelle, ainsi que 700 millions de dollars supplémentaires en perte de revenus. En conclusion finale de l'enquête, l'Occupational Safety and Health Administration a constaté une violation grave de procédures bien établies et bien comprises qui ont créé les conditions ayant permis la fuite et l'explosion qui a suivi. La société avait une procédure sans protection de secours. De plus, l'Occupational Safety and Health Administration a constaté que le mécanisme pneumatique de l'actionneur pouvait être raccordé à tout moment, même pendant une procédure de maintenance, et que quelqu'un aurait pu ouvrir les vannes accidentellement ou délibérément. Philips a été accusé d'avoir trop rapproché les bâtiments de l'usine, ce qui a entraîné de nombreux blessés et morts parmi les travailleurs, faute d'espace pour une évacuation efficace. La secrétaire américaine au travail, Elizabeth Dole, a expliqué que cette tragédie est aggravée par des preuves évidentes que cette explosion aurait pu être évitée si les procédures de sécurité reconnues avaient été respectées. L'Occupational Safety and Health Administration a trouvé des documents internes de Philips réclamant des mesures correctives, mais largement ignorées. Elle a également souligné le fait que Philips ainsi que d'autres entreprises du secteur embauchent des sous-traitants moins qualifiés pour effectuer des opérations dangereuses. Et cela a eu des conséquences mortelles. 2 mois avant la catastrophe, des sous-traitants ont ouvert des tuyaux menant à un réservoir sans isoler la conduite. Des solvants inflammables se sont échappés dans une zone voisine, s'y sont enflammés et ont brûlé 4 ouvriers, causant 2 morts. Au final, l'Occupational Safety and Health Administration a accusé la société Philips Petroleum de 566 violations volontaires et 9 violations graves, proposant une amende totale d'environ 5,7 millions. Suite au rapport, Philips Petroleum a accepté de payer une amende de 4 millions et d'appliquer les procédures de gestion de la sécurité des procédés recommandés par l'Occupational Safety and Health Administration dans ses sites nationaux. Dans l'accord, l'Occupational Safety and Health Administration a accepté de retirer la qualification de violation volontaire des citations. Les normes de sécurité de l'Occupational Safety and Health Administration ont été publiées dans le Code des règlements fédéraux en 1992, presque 3 ans après la catastrophe. Ces normes ont révolutionné la conception des procédés sûrs et les pratiques d'exploitation dans l'industrie pétrochimique.
Pourtant, en 1999, l'usine a été le site d'une autre explosion et d'un incendie qui ont coûté la vie à 2 entrepreneurs, brûlés vifs par du plastique en fusion à 500 degrés Fahrenheit. Une autre explosion mortelle a eu lieu l'année suivante. Après toutes les catastrophes qui ont frappé l'entreprise, la sécurité des ouvriers semblait être restée une simple lettre morte. Et ensuite, il y a eu cette fois où les États-Unis ont accidentellement largué 4 bombes nucléaires sur l'Espagne. Messieurs, ceci est un briefing secret de renseignement. Nous avons étudié en détail le programme d'essai de missiles guidés soviétiques. Le programme de développement de missiles soviétiques révèle qu'il introduit une nouvelle dimension à la surprise et nous oblige à réévaluer notre propre position stratégique ainsi qu'à reconsidérer la capacité des soviétiques à porter un coup dévastateur. Nous sommes en 1966 et des avions militaires américains survolent un paisible village côtier du sud de l'Espagne. Mais soudain, la catastrophe frappe. Les 2 avions s'écrasent. Un des avions transporte 4 bombes à hydrogène de 4 mégatonnes chacune, soit 250 fois plus puissantes que la bombe atomique qui a dévasté Hiroshima. Une force destructrice si immense qu'elle pourrait infliger des dégâts irréparables à une grande partie de l'Espagne, projetant une ombre radioactive pour des décennies à venir. L'ère de la guerre froide a été marquée par une course aux armements intense entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'était une lutte pour la suprématie, et les enjeux étaient un peu plus élevés que jamais auparavant. En 1957, l'Union soviétique a bouleversé le monde en lançant le premier missile balistique intercontinental, parcourant plus de 3700 miles en moins d'1 heure. C'était une mauvaise nouvelle pour les États-Unis, qui utilisaient encore des bombardiers pour larguer des armes nucléaires depuis les airs. Cela signifiait qu'ils avaient un temps de réponse plus long, prenant plusieurs heures pour riposter. Mais les Américains n'étaient pas prêts à laisser les Soviétiques gagner la course à la domination nucléaire. L'opération top secrète Chrome Dome était une mission relevant du Strategic Air Command, où 12 B-52 armés de bombes thermonucléaires restaient en vol en permanence pendant 8 ans, de 1961 à 1968. L'idée était simple. Garder les bombardiers entièrement armés dans le ciel pour assurer une riposte rapide. Même si l'Union soviétique devait endommager les bases aériennes américaines en premier, les B-52 prêts à frapper avaient une portée impressionnante allant jusqu'à 10 000 miles sans ravitaillement, et ils pouvaient rester en vol pendant de longues périodes, grâce à leur capacité de ravitaillement en vol. Opérant sur 3 trajectoires de vol stratégiques, ces missions n'étaient pas pour les âmes sensibles. L'une survolait le Pacifique depuis l'Alaska vers le Japon, une autre passait au-dessus du Groenland et la 3e volait vers l'est à travers l'Espagne jusqu'à la Méditerranée. Ces vols duraient environ 24 heures et nécessitaient plusieurs ravitaillements en vol, ce qui, bien que courant, restait une opération à haut risque demandant une grande précision et beaucoup de compétences. Le KC-135A était une station-service volante qui ravitaillait les avions récepteurs à l'aide d'une perche. Au cours d'une mission de ravitaillement, le B-52 planant à 30 et 1000 pieds s'est approché du ravitailleur volant, mais quelque chose a terriblement mal tourné. Le bombardier allait trop vite et a percuté la perche de ravitaillement du ravitailleur, déclenchant une explosion qui a englouti l'avion dans les flammes. Ce n'était que le début du calvaire de la mission. La charge thermonucléaire non armée du B-52, composée de 4 énormes bombes de 1,5 mégatonnes, a été larguée de la soute du bombardier lorsque le B-52 s'est disloqué. Bien que les bombes aient eu des parachutes, seuls 2 sur 4 se sont ouverts. Les explosifs non nucléaires et 2 autres armes ont explosé à l'impact, formant des cratères aussi grands qu'une maison. L'explosion a dispersé de la poussière de plutonium radioactive sur une large zone incluant habitations, champs de tomates et forêts. La 3e bombe a atterri intacte, à moitié enfouie dans le lit asséché d'une rivière. La 4e bombe, cependant, ne serait retrouvée que plus de 2 mois plus tard. En quelques heures, le village de pêcheurs de Palomar allait devenir le centre de l'attention mondiale. Plus de 2000 soldats ont été déployés pour une vaste opération de nettoyage appelée Moist Mop.
De façon choquante, ils ont travaillé des semaines sans protection, portant seulement leurs uniformes. Ils ont creusé la terre contaminée, l'ont envoyée dans des fûts en acier vers une installation sécurisée aux États-Unis. Pendant ce temps, broussailles, arbres et maisons étaient nettoyés à l'eau sous pression et au détergent, et plusieurs couches de peinture appliquées sur les façades pour éviter la remise en suspension de particules radioactives. Les troupes ont aussi brûlé de grandes cultures contaminées, ce qui est dangereux car inhaler de la poussière de plutonium détruit les cellules pulmonaires et provoque maladies et cancers. Des rapports déclassifiés révèlent que plus de 6 livres de plutonium ont été libérés lors de l'incident. Cette quantité a fortement augmenté les inquiétudes sanitaires des anciens combattants de Palomares. De plus, l'armée de l'air a acheté des camions entiers de tomates contaminées pour prouver qu'elles étaient sans danger à consommer, malgré les risques sanitaires liés à la consommation d'aliments contaminés. La recherche de la 4e bombe était toujours en cours, et les États-Unis étaient impatients de la retrouver avant que des sous-marins ennemis présents dans la région ne puissent s'en emparer. Puis la situation a pris une tournure dramatique lorsque des témoins oculaires ont rapporté avoir vu un parachute plonger dans les eaux de la Méditerranée. Mais où la bombe est-elle tombée exactement ? L'opération a été une entreprise colossale impliquant 30 navires et un submersible. Le coût de l'opération en mer à lui seul a dépassé 10 millions de dollars, ce qui en faisait la mission de récupération la plus chère de l'époque. Malgré les efforts des experts pour calculer l'emplacement de la bombe, la zone d'impact potentielle restait trop vaste pour être fouillée efficacement. C'était jusqu'à ce qu'un pêcheur local se présente avec une information cruciale. Son témoignage oculaire a conduit l'équipe à un rayon d'1 mile de l'endroit où il avait vu le parachute tomber, et l'espoir a été ravivé. Le 15 mars, un submersible de la marine a localisé la bombe à 2500 pieds de profondeur. Cependant, des défis techniques ont ralenti la récupération, nécessitant plus de 80 jours pour remonter la bombe en sécurité. Étonnamment, la bombe semblait être en grande partie intacte, malgré plus de 11 semaines passées sous l'eau. Bien qu'elle ait subi quelques dommages, notamment une grande bosse sur le nez et 2 déchirures à la queue, le composant le plus critique, l'interrupteur, est resté en toute sécurité en position éteinte. Après l'incident de Palomares, environ 500 réclamations liées à la perte de revenus et aux blessures des habitants ont été réglées par les États-Unis. Cependant, des documents déclassifiés montrent que les États-Unis ont contribué à moins de 15% du financement promis pour un programme de santé publique visant à surveiller les effets à long terme de la radiation. Impliqués dans le nettoyage de Palomares auraient en développé des cancers en raison de l'exposition au plutonium. Cependant, le département des anciens combattants a maintes fois rejeté leurs réclamations, s'appuyant sur des estimations inexactes de l'exposition aux radiations fournies par l'armée de l'air. Les poursuites découlant des 2 opérations de nettoyage ont été rejetées en raison d'une loi fédérale protégeant l'armée contre les plaintes pour négligence. La plupart des plaignants sont depuis décédés d'un cancer. En août 2022, le président Joe Biden a signé la loi Promise to Address Comprehensive Toxics pour faciliter l'accès des anciens combattants aux soins liés à l'exposition à des substances toxiques. À ce jour, l'héritage obsédant de la contamination déchire Palomares. Des analyses de sol dans les années 1990 ont révélé que plus de 65 000 mètres cubes restaient incontaminés, certaines zones présentant des radiations 20 fois supérieures au seuil autorisé pour les zones habitées. Cela fait plus de 10 ans que les États-Unis ont accepté de nettoyer le plutonium restant, mais aucun calendrier n'a été annoncé. Palomares demeure la ville la plus radioactive d'Europe occidentale, avec un 5e du plutonium contaminant encore la région. Et enfin, là où des gens pensaient que jeter des millions de pneus dans la mer allait, vous verrez. Dans les profondeurs de l'océan, au large de Fort Lauderdale, en Floride, repose un témoignage saisissant de ce qui se passe lorsque de bonnes personnes prennent de terribles décisions. Tout a commencé par une grande vision, recycler des pneus usagés et créer un récif artificiel pour attirer une nouvelle vie marine. Le concept du récif de pneus Osborne a pris forme dans les années 70, émergeant comme une solution proposée à la crise croissante des déchets dans les décharges.
Des écologistes et des entrepreneurs ont eu cette idée, pensant qu'elle servirait de sanctuaire pour les organismes marins. Leur vision était de créer un habitat qui soutiendrait l'écosystème sous-marin et attirerait les plongeurs ainsi que les touristes pour explorer ces merveilles. On pensait que c'était une situation gagnant-gagnant. Le plan poserait les bases d'une nouvelle croissance des coraux tout en s'attaquant simultanément au problème des déchets de pneus. L'intention derrière le récif était noble et le projet a reçu le soutien des autorités locales et des organisations environnementales. Il a même reçu un financement gouvernemental. De nombreux propriétaires de bateaux se sont portés volontaires et Goodyear Tire & Rubber a fourni du matériel essentiel. En 1972, le premier lot a été transporté sur le site. Des vérins en béton ont été placés sur le fond de l'océan dans un cercle de 15 mètres de diamètre pour établir les fondations du récif. Les pneus étaient souvent regroupés et fixés avec des câbles et des chaînes en acier, formant des structures interconnectées destinées à imiter la complexité des récifs coralliens naturels. Les fagots ont ensuite été déversés sans plan stratégique ni disposition précise, éparpillés sur une zone de 14 hectares à une profondeur d'environ 21 mètres. En guise de geste symbolique, le célèbre dirigeable Goodyear a honoré l'événement en larguant un pneu doré pour baptiser le site où le nouveau récif devait prospérer. Ainsi, le récif de pneus Osborne vit le jour avec plus de 2 millions de pneus déposés au fond de l'océan, prêts pour leur mission de transformation. Dans les années 1980, la sombre réalité de ce projet malheureux commença à se révéler. Certains pneus avaient été correctement attachés avant d'être immergés, tandis que d'autres furent jetés en vrac après l'autorisation des autorités pour le dépôt de pneus usagés sur le site. De plus, les attaches en acier qui les maintenaient se sont rapidement corrodées dans l'eau salée. En conséquence, les pneus se sont détachés, leur permettant de dériver librement avec les courants océaniques. Ce mouvement incontrôlé a non seulement perturbé toute forme de vie qui avait réussi à s'installer sur le récif, mais a également freiné toute croissance supplémentaire. Ils ont heurté les récifs naturels de la barrière de corail de Floride, endommageant les coraux et effrayant les poissons. Les fréquentes tempêtes tropicales et ouragans de la région ont encore aggravé la situation. Les pneus à la dérive ont percuté les coraux, les étouffant sous une couche de pneus. Mais ce n'était pas seulement la destruction physique qui frappait le récif. Le fil d'acier à l'intérieur du caoutchouc représentait un danger d'enchevêtrement pour la vie marine, perturbant leurs habitats et pouvant causer des blessures ou la mort. En se détériorant et se déplaçant, les pneus relâchaient trop des produits chimiques toxiques dans le eau. Les métaux lourds et les hydrocarbures ont imprégné le fragile écosystème marin, empoisonnant la vie même qu'ils étaient censés protéger. Au lieu de voir des bancs de poissons grouillants, c'est devenu un désert désolé. En 1995, l'ouragan Opal a projeté près de 1000 pneus sur la côte de la Panhandle de Floride. Puis, 3 ans plus tard, l'ouragan Bonnie a rejeté des dizaines de milliers de pneus supplémentaires sur la côte de la Caroline du Nord. La réalité de l'échec du récif artificiel est devenue indéniable et demande une attention urgente. En 2001, la faculté d'études océaniques d'une université locale a pris l'initiative d'organiser une opération de nettoyage sur le site. Mais la tâche était décourageante et les progrès démoralisants car seuls 1700 pneus ont été retirés à un coût de $17 chacun. Le nettoyage était estimé à $30 millions, freinant les efforts pour les années suivantes. Mais l'espoir a rené en 2007 lorsque les responsables ont sollicité l'aide de l'armée. Cet été-là, des plongeurs militaires ont commencé l'opération de récupération. Ils ont récupéré les pneus du fond de l'océan et les ont envoyés dans une installation de recyclage en Géorgie, où ils ont été transformés en combustible pour une papeterie. Rien que le premier mois, ils ont réussi à retirer 44 000 pneus et le total a dépassé 70 000 à la fin. Malgré ces efforts, plusieurs centaines de milliers des 2 millions de pneus estimés reposent encore dans les eaux côtières de la Floride. Alors que la lutte pour réparer les dégâts continue, la bataille est loin d'être terminée.
Les récifs coralliens brisés, la pollution toxique et le paysage sous-marin désolé témoignent des dégâts irréversibles causés par tout le récif Osborne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.